Bonjour et bienvenue encore une fois à Masole Mboka. Je m'appelle Jason Stern, je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo. Je vous joins à partir de Vancouver, le Canada, où je suis basé. Malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous donner une brève présentation sur l'opération Shuja et les relations de la RDC avec ses voisins. Donc, je reviens encore une fois sur les origines de l'opération Shuja, qui date de novembre de l'année passée, qui était une opération lancée ensemble entre la RDC et l'Ouganda suite aux attentats terroristes à Kampala en novembre de l'année passée. L'Ouganda, comme vous le savez, a lancé des opérations militaires en RDC contre les présumés auteurs de cette attaque, les ADF, ensemble avec l'armée congolaise. Il faut dire que depuis lors, on n'a pas vu une réelle amélioration de la situation. Au début, il y avait une légère amélioration, comme vous le voyez sur cette graphique, mais après cela, on n'a pas pu constater une amélioration. D'ailleurs, en avril de cette année, on a constaté les pertes les plus lourdes depuis des années en termes de civils tués par les ADF. Donc, même si dans les quelques mois passés, depuis mai de cette année, on voit une légère amélioration de la situation, on ne peut pas dire qu'en général, les ADF ont été anéantis. En même temps, il faut comprendre tout cela, et ça, je pense, c'est important dans le contexte de cette présentation, que les opérations lancées, les opérations Shuja lancées, avaient un but sécuritaire certainement, mais aussi des buts politiques et économiques aussi. Il y a notamment le pétrole sur le lac Albert, côté ougandais, mais aussi le pétrole côté congolais. Et il est important pour l'État ougandais qui base sa stratégie économique dans les années prochaines, surtout sur le pétrole. Il est important pour Kampala de pouvoir pas seulement sécuriser leur côté de la frontière, mais aussi de pouvoir donner accès aux multinationaux, aux concessions pétrolières du côté congolais du lac Albert. En même temps, et on a vu ça presque immédiatement après le lancement des opérations Shuja, il y a eu des constructions de routes à l'est de l'RDC. Ici, vous voyez la compagnie DOT Services, une compagnie d'ailleurs qui est intimement liée à la présidence ougandaise, a lancé des vastes travaux de reconstruction des routes à l'est de l'RDC qui vont de Goma jusqu'en Ituri, qui montre, qui est un exemple du fait que l'Est de la RDC a un intérêt économique intense pour l'Ouganda, de côté exportation comme aussi importation. Donc, c'est un marché très lucratif pour l'Ouganda en termes de consommation de leurs produits, mais c'est aussi l'endroit où ils peuvent trouver divers intérêts d'investissement économique. Ce qui est important à soulever, c'est que les opérations Shuja, qui avaient comme cible les ADF, mais qui avaient bien sûr aussi, je pense, l'intention de pouvoir protéger et intensifier les intérêts de l'Ouganda d'une façon plus large, avaient un impact géopolitique dans la région, notamment sur leurs voisins du sud, le Rwanda. Le Rwanda, de la façon dont nous avons compris cela, c'est aussi de cette façon qu'on a décrit cela dans notre rapport sur l'opération Shuja. D'après les entretiens qu'on a eus, le Rwanda s'est vu insécurisé ou s'est perçu comme insécurisé suite aux opérations lancées par leurs voisins du Nord. Comme vous le savez, il y a une rivalité, une compétition depuis des années entre ces deux pays, et des officiers sécuritaires au Rwanda pensaient que l'Ouganda allait utiliser ces opérations pour insécuriser leur pays. C'est suite à cela qu'on a vu l'intensification de cette rivalité, et j'arrive tout de suite à la recrudescence de l'M23, mais avant d'y arriver, je voulais, comme vous le voyez sur cette carte, vous voyez les différents intérêts des deux pays. Du côté du nord, vous voyez les concessions pétrolières de l'Ouganda, mais vous voyez aussi les concessions
minière qu'une compagnie aussi proche de la présidence rwandaise a acquis pardon, ça sont les concessions de Dot Services. En même temps, il y a une compagnie qui est proche aussi du Rwanda, Dither, qui a aussi acquis des concessions minières. Je vais arriver plus tard aux intérêts économiques d'une façon plus large, mais ici, déjà, vous voyez cette rivalité entre ces deux pays, économique, mais aussi sécuritaire. Le Rwanda, surtout, pense que l'Ouganda pourrait utiliser ces opérations pour mettre son pays en danger. Alors, on voit en novembre, d'ailleurs, quelques semaines avant les opérations Shuja, on voit déjà une petite recrudescence de l'M23 et ensuite, surtout l'année prochaine, en 2022, cette année, on voit cette résurgence de l'M23 prendre beaucoup plus d'ampleur. Alors, il y a deux raisons principales pour cela, d'après les enquêtes que nous avons menées. Il y a les intérêts, bien sûr, de l'M23 qui étaient basés, qui s'étaient réfugiés en 2013 suite à leur défaite en RDC, en Ouganda et au Rwanda. Et ils étaient basés là dans les camps de réfugiés. Et donc, d'un côté, il y avait leurs propres intérêts, c'est-à-dire les dirigeants de l'M23 qui se cherchaient à avoir un mot à dire encore en RDC, qui cherchaient aussi à protéger leur propre avenir. De l'autre côté, comme je viens d'expliquer, il y avait aussi le Rwanda. Alors, au début, l'M23, c'était surtout l'impulsion derrière l'M23, on pense que c'était surtout leurs leaders eux-mêmes, mais très vite, on a vu l'implication du Rwanda, surtout cette année, en 2020, qui se prolonge d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et c'est surtout, au début, c'était surtout cette rivalité avec l'Ouganda qui était importante. Après un temps, on a vu une amélioration dans les relations entre les deux pays, surtout suite à la diplomatie menée par le fils du président Museveni, Muhoozi. Ils ont réouvert leurs frontières communes et on pense que depuis le mois de mai-juin, que les deux pays fournissent un soutien, au moins sans complicité avec l'M23. Donc, on a vu un revirement dans leur relation entre les deux, mais l'M23 persiste à l'est de la RDC. Alors, qu'est-ce que tout cela peut nous enseigner par rapport à la politique étrangère de la RDC, qui est le sujet, bien sûr, de ce panel? D'une façon très sommaire, je vais vous donner mes propres réflexions sur ce sujet. Je pense qu'une première chose qui est importante à souligner, c'est la faiblesse étatique. Tant qu'il y a une faiblesse étatique en RDC, les voisins vont profiter de cela. On a vu ça dans le passé. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer côté diplomatique aura très peu d'impact tant que la RDC est faible. Donc, tant que la RDC est faible, cela laisse un espace et l'opportunité à ses voisins d'intervenir en RDC. Deuxièmement, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a un problème de la diplomatie publique de la RDC, c'est-à-dire l'image que projette la RDC, les relations que la RDC a su tisser avec les différents acteurs dans la sous-région. Donc, on voit ce paradoxe. Alors, bien que c'est la RDC qui est victime d'une agression maintenant, je pense qu'il est bien prouvé, et dans la plupart des ambassades, on avoue ou on confirme cette complicité du Rwanda. Les bailleurs ont pris le parti du Rwanda où ils sont silencieux. Ça, on peut voir, par exemple, à travers la Grande-Bretagne qui, pendant toute cette escalade de violence, a tenu le sommet du Commonwealth à Kigali avec qui est leur prince, maintenant le roi Charles, présent. Et jusque-là, il n'y a presque aucun mot publiquement dit sur l'implication du Rwanda en RDC. France, même chose. La France, il faut le souligner, a des relations particulières avec le Rwanda à cause du passé, le génocide et l'implication du Rwanda à l'époque du côté Habyarimana, mais aussi à cause des relations économiques entre le Rwanda et la France, surtout la protection par des troupes rwandaises des installations de Total au Mozambique, par exemple, c'est un exemple. Et donc, on a vu surtout ces deux partenaires ne rien dire jusque-là. Les États-Unis étaient un peu plus publics par rapport à leur condamnation du Rwanda. Mais en général, je pense qu'il faut dire que la RDC n'a pas su capitaliser sur ce moment pour pouvoir
mieux communiquer sur cette crise et surtout pour, malgré les richesses de la RDC et la grandeur de la RDC, c'est le pays francophone le plus grand dans le monde et pourtant on voit la France prendre plutôt une sympathie envers le Rwanda. Donc il faut constater que la diplomatie publique congolaise n'a pas su capitaliser sur ce moment. Je pense qu'aussi il y a une absence d'une politique économique de la RDC. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il faut constater qu'une grande partie des richesses de l'Est de la RDC sont exportées et bénéficient aux États voisins. Et cela a été le cas bien avant cette résurgence de l'M23. On voit sur cette carte, par exemple, l'or exporté de l'Est de la RDC. Il y a entre 40 et 60 tonnes d'or produits en RDC. Et pourtant, quand on voit seulement les quantités exportées à Dubaï, on voit seulement à peu près 300 kilos exportés au Dubaï. Pourtant, les voisins produisent très peu en termes d'or, mais exportent beaucoup. Je pense qu'il y a des analyses qui ont été menées et à peu près 3 milliards de dollars l'année passée d'or congolais a quitté l'Ouganda et le Rwanda. Donc, il y a une très faible maîtrise de cette production. Il faut avoir une stratégie par rapport à cela, une stratégie de protéger et bénéficier de ses propres richesses et aussi une stratégie de pouvoir collaborer avec les voisins. Je pense qu'il y a une manque de réflexion dans ce sens-là avant de joindre le East African Community et qui pourrait être aussi une faiblesse de la politique actuelle de la RDC. Donc finalement, j'aimerais me diriger ou m'adresser aux potentielles solutions pour cette crise à l'est de la RDC. Ce que nous voyons dans l'approche actuelle, qui est principalement militaire, nous avons une mobilisation populaire, surtout après le discours récent du chef de l'État, une augmentation des dépenses. Le ministre des Finances, Kazadi, par exemple, récemment, a parlé de 100 millions de dollars dépensés ou versés pour l'armée dans le seul mois d'octobre de cette année, et l'achat d'armes. On a vu, par exemple, l'achat des drones en Turquie récemment. Et l'autre, je pense, pilier de l'approche actuelle, c'est une campagne beaucoup plus publique contre le Rwanda, menée par le gouvernement qui essaie de blâmer le Rwanda et de mettre l'accent sur le Rwanda. Les défis dans cette approche, c'est que cette approche qui est très militaire, il faut surtout axer sur le militaire, ne résout pas les problèmes structurels des FARDC, surtout l'impunité et la corruption. C'est-à-dire que quand on voit le ministre Kazadi dire qu'il y a 100 millions de dollars versés aux FARDC, et depuis un moment, on voit qu'il y a pas mal d'argent versé pour les FARDC, et pourtant, on voit que ça ne marche pas sur le terrain. Ce n'est certainement pas seulement à cause des manques des moyens. Il y a des problèmes profonds, structurels, et surtout liés à l'impunité. Et donc, donner seulement plus de moyens et plus d'argent à une armée qui a ces problèmes structurels ne résout pas le problème nécessairement. Deuxièmement, c'est la mobilisation populaire. Ici, vous voyez l'image des recrutements qui ont été menés cette semaine à Goma, peuvent, sans une bonne formation, entraîner des abus et d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'être officier, un soldat au sein de l'armée, cela implique une longue formation. Il faut pouvoir former des gens pour leur donner le moral, mais aussi le savoir-faire pour faire la guerre. Et si on envoie des simples civils ou des civils avec quelques jours de formation sur le front, ça peut être dangereux pour eux et aussi pour la population civile. Donc, la création de ces milices, presque, pourrait créer des problèmes dans l'avenir à l'est de la RDC. Et finalement, la concentration exclusive sur le M23 ne tient pas compte des plus autres 100 groupes armés qui sont présents à l'est de la RDC. Donc, si on croit les déclarations du gouvernement, on penserait que le plus grand problème à l'est de la RDC sont les M23. Alors, l'M23, il peut-être 5% des déplacés à l'est de la RDC et moins des morts à l'est de la RDC sont dus au M23 actuellement. L'ADF est toujours un groupe armé en une rébellion bien plus meurtrière. Les FARDC eux-mêmes constituent
une source des abus et des menaces pour la population civile et plein d'autres groupes armés à l'est du Congo. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre tout ce problème-là? Oui, il faut un État, une armée forte, mais il faut aussi se focaliser sur des autres approches, la démobilisation par exemple, qui n'avance pas beaucoup actuellement. Il faut s'attaquer aussi aux racines des problèmes, la réconciliation locale, le foncier par exemple. Et tout cela est bloqué, donc il y a très très peu de progrès. Et d'ailleurs, je pense que ce focus exclusif presque sur l'approche militaire et sur l'M23 empêche une approche plus globale, plus compréhensive. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Désolé que je n'ai pas pu être avec vous aujourd'hui. J'attends vos retours. Merci beaucoup encore une fois. Au revoir.